Salam alaikum, chers amis. J'espère que partout où vous êtes, vous allez bien, Inch'Allah. Comme d'habitude, dès que vous êtes présent, vous me faites signe si vous me recevez bien. Dites-moi aussi d'où vous me suivez. C'est toujours plaisir de savoir que vous me suivez partout dans le monde, que les Comoriens sont partout. Et partout où ils sont, ils suivent l'actualité des Comores, ils suivent l'actualité de notre pays. Donc merci de me faire signe, de me dire si vous me recevez parfaitement bien. Les premiers qui arrivent, n'hésitez pas. Bisto Momo, depuis le Dakar, salam alaikum. Donc je vois que vous êtes déjà un certain nombre à arriver. Donc je vous donne déjà le sommaire de ce soir. Bien évidemment, je parlerai un peu du TAS, de ce qui se passe au niveau du TAS de Sélacante, mais de manière très brève. Mais l'essentiel de mon direct va revenir sur les luttes et notamment la place de la lutte de la diaspora, ce que nous faisons. Vous avez pu le lire, vous avez pu l'entendre. La diaspora, quelle est la place de la diaspora? Est-ce que nos luttes servent à quelque chose? Est-ce que ce que nous faisons ici servent à quelque chose? Est-ce que nous sommes que des vaches à lait ou est-ce que nous avons une autre place dans le cœur de notre pays et dans le cœur de nos familles qui sont là-bas? Voilà le sommaire. Voilà ce qui va nous animer. Donc, dites-moi, depuis la Réunion, Marie Mansi, salam alaikum depuis la Réunion. Saïd Ahmed, Saïd Omar, Salaman Aman, donc Zaïd Ismaël, Ali Abdou. Donc, dites-moi si vous me recevez bien. Fatima Djamani, salam alaikum, ma sœur. Donc, depuis le Canada à Toronto, il y a Ali Mohamed, qui est là. Donc, dites-moi. Donc, si Africa me dit que tout se passe bien, donc, alors, je vais juste faire une petite modification. Je continue à vous suivre. Continuez à me dire si tout se passe pour le mieux. Et normalement, on devrait commencer assez rapidement. Inch'Allah. Ok. Voilà. Alors, comme je vous disais, on va aujourd'hui, l'essentiel de mes propos, ça sera de parler de la diaspora, le rôle de la diaspora, le rôle de notre lutte. Est-ce que réellement, c'est l'image qu'on nous colle, c'est les luttes que nous menons, en tout cas ce que nous menons actuellement ne servent à rien. Si je dois résumer, nous sommes qu'une communauté qui doit être astreinte à envoyer de l'argent, à construire les maisons là-bas, à construire les infrastructures de villages, à faire des grands mariages. Mais dès lors qu'on rentre dans une question assez politique, d'ordre politique, ou du moins qui puisse amener une réflexion sur l'avenir de notre pays, on nous brandit la carte que nous sommes juste des Comoriens de seconde zone. Donc ça, c'est ce que je vais développer en deuxième partie. Mais comme vous le savez, nous menons d'autres luttes et la lutte notamment des Sélacantes au niveau du TAS. Comme vous le savez, hier, on a lancé cette promotion exceptionnelle pour pouvoir récolter la somme nécessaire d'ici le 15 avril et aller jusqu'au bout de notre démarche. Alors, est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Il nous reste encore, comme vous le savez, on a pu payer les 24 000 euros de notre part qui nous était demandé. La CAF a refusé. En tout cas, n'a pas payé sa part et nous devons nous payer la part de la CAF qui est la même, à peu près 24 000 euros. Il nous reste aujourd'hui à peu près 16 000 euros à pouvoir collecter pour payer leur part et aller jusqu'au bout de cette démarche. C'est pour ça qu'on a lancé cette offre promotionnelle. Alors, l'offre, on l'a pas mis sur la page participative ensemble.manasport.com. Pourquoi? Simplement parce que là, ce n'est pas un don, mais c'est une promotion. Comme vous pouvez le voir, donc nous avons fait une promotion exceptionnelle, pratiquement 30 euros le maillot, pour que nous puissions, nous, au niveau de Mahana, prendre toutes les recettes ou tous les fonds qui seront récoltés à ce niveau-là et faire don à la cause du TAS. C'est pour ça que nous avons mis cette offre exceptionnelle qui va durer jusqu'au 15 avril et après, ben, on aura les offres ordinaires. Alors, je prends juste un instant et je reste juste un instant à ce niveau-là parce qu'on me dit depuis quelque temps, voilà ce qu'on me dit, Benamir, tu mélanges tout. Voilà, Benamir mélange tout.
C'est ça ce qu'on me dit. Alors, on me dit, Benamir mélange tout, il mélange le sport, il mélange la lutte pour le droit, pour l'état de droit aux Comores. Et je veux vous dire que les personnes qui pensent ça, c'est des personnes en réalité qui ne me connaissent pas, ou alors qui me découvrent à travers le sport. Et en même temps, j'ai envie de vous poser la question à vous, chers amis. Imaginons que vous avez votre mère ou votre femme et votre sœur ou votre petit frère. Votre mère est malade et vous avez votre petit frère aussi qui est malade ou votre petite sœur qui est malade. Que faites-vous? Vous vous occupez que de votre petite sœur et vous laissez votre mère mourir? Ou vous vous occupez que de votre femme et vous laissez votre fils ou votre fille mourir? Je pense qu'on ne peut pas dissocier des luttes. J'aimerais, moi, ne pas avoir à mener ces luttes-là parce que ça voudrait dire peut-être que tout va bien. Mais tout ne va pas bien et donc nous devons mener ces luttes-là. Il n'y a pas que moi, ce sont vos luttes parce que c'est vous aussi qui contribuez à travers les dons que vous faites, à travers les achats pour justement soutenir l'équipe nationale des Comores. Concernant l'état de droit, j'y reviendrai bien sûr plus tard, c'est aussi une lutte qui nous concerne tous parce que sans état de droit, tout le reste, en réalité, nous ne ferons que subir. Comme là, comme au niveau de l'équipe nationale, c'est pas une cause que pour Benamir, c'est pas une cause que pour la fédération, ça devrait être une cause qui nous concerne tous. Aujourd'hui, on brandit la menace. Benamir, une fois que tout ça c'est terminé, c'est fini, tu n'auras plus ta place au niveau des Sélacantes. Mais je vais vous dire, et de manière posée, de manière tranquille, j'ai ma conscience en toute tranquillité. Si je suis arrivé aujourd'hui en tant que manager général de Sélacantes, c'est parce que j'ai mené des luttes. Je n'ai pas décroché mon téléphone pour appeler qui que ce soit pour demander n'importe quel poste. Je suis arrivé au niveau de ce poste-là parce que nous avons mené des luttes et c'est à travers ces luttes-là que je suis arrivé à la tête des Sélacantes. Donc si maintenant nous devons prendre d'autres luttes, que d'autres doivent venir nous remplacer, ce n'est pas un problème. La facilité, c'eût été de faire comme d'autres, me cacher derrière mon cadre professionnel, me dire je suis le manager, j'ai un poste, j'ai une famille, donc je regarde ça de très loin, j'essaie de ne pas trop prendre position pour faire en sorte que je ne sois pas touché. Et c'est là le manque de courage. Le manque de courage, ça ne veut pas dire, comme a dit certains, ne pas avoir peur. Le manque de courage, c'est de ne pas mettre en avant d'abord l'humain, l'humanité. Car je suis avant tout un humain. Je suis avant tout quelqu'un qui veut s'engager pour sa patrie, qui veut s'engager pour le développement de son pays. Certains ont une science plus développée que la mienne, ont une connaissance plus développée que la mienne et qui pourraient mettre leur science au service de la lutte. Peut-être qu'ils n'osent pas pour diverses raisons, mais on ne peut pas nous dire qu'aujourd'hui, parce qu'on mène des luttes, parce qu'on est un professionnel d'un domaine précis, qu'on peut regarder son pays périr et se cacher derrière sa profession, se cacher derrière son professionnalisme. Non. Il y a des, comme je l'ai dit dans ma vidéo, il y a des causes, il y a des combats qui doivent nous sortir de notre confort, qui doivent nous sortir de nos clivages, qui doivent nous sortir de notre monde professionnel pour que nous puissions mettre au service de l'humain, puisque c'est de l'humain qu'il s'agit, toutes les connaissances que Dieu nous a données. Voilà, voilà les amis. Non, je ne mélange pas tout. Donc, ce sont les causes. Nous menons des luttes et ce sont ces luttes-là qui nous permettront d'avancer. Voilà pour la parenthèse. Et donc, je termine assez rapidement sur le TAS. Donc, nous continuons pour le TAS. Donc, il y a des questions souvent pour terminer là-dessus. J'ai souvent des questions qui me disent, mais pourquoi on continue à mener la lutte alors que peut-être si on y va jusqu'au bout, c'est le Malawi qui passerait. On vous l'a dit dans le dossier que nous avons envoyé au niveau du tribunal arbitral du sport, nos conseillers, nos avocats l'ont bien précisé et ils se sont appuyés sur les règlements que le match contre le Cameroun ne devait pas avoir lieu, que si le TAS nous donne raison, ils doivent considérer que le match Cameroun-Comores est gagné sur tapis vert par les Comores et donc on resterait troisième. Et pareillement dans les règlements, il est dit que lorsqu'une équipe est forfait ou se fait retirer de la compétition une fois qu'elle a fait plus de la moitié de la compétition, c'est les matchs restants qui sont déclarés forfaits et le match restant, c'était les Comores. Bien sûr, bien évidemment, je le répète encore une fois, ce sera un tribunal arbitral. Donc, ce sont des arbitres ce sont des juges qui vont arbitrer entre nous
et la CAF. La CAF vont amener leurs arguments et il va donc nous mener à nous juger à ce niveau-là. Mais nous sommes obligés de mener cette lutte-là parce que nous pensons défendre notre juste droit et nous mettrons derrière la décision du TAS. Voilà, ça c'était pour faire la précision au niveau des sédacantes. Et là, donc, on va venir à la question qui nous préoccupe ce soir. La diaspora est-elle qu'une vache à lait? Alors, la diaspora n'est-elle qu'une vache à lait? Est-ce que nous sommes qu'une vache à lait? Si on regarde effectivement tous les apports qu'on amène à notre pays, aussi bien au niveau des transferts de fonds, que ce soit les constructions, que ce soit les grands mariages, les infrastructures que nous faisons dans nos villages, l'argent qui sort des douanes, les billets d'avion que nous prenons, oui, nous pouvons être assimilés à une vache à lait, une communauté importante qui subvient aux besoins du pays et de nos familles, puisque bien souvent, quand nous avons un malade, une personne qui est dans une nécessité absolue de pouvoir se déplacer, nous, là aussi, nous mettons les moyens pour pouvoir la déplacer, pour aller se faire soigner dans un pays soit voisin, soit en France ou ailleurs. Donc, voilà l'image qui nous colle aujourd'hui, une image de personnes qui vivent à l'étranger, qui bien évidemment ont un peu plus de moyens que d'autres, et à qui, en réalité, ils font des devoirs, on donne, mais on ne reçoit pas. Quand je dis qu'on ne reçoit pas, aujourd'hui, nous, diaspora, nous n'avons pas le droit de vote. Ce qui veut dire qu'au moment où nous devons porter notre voix, comme d'autres qui sont là-bas, qui jouissent des fonds et des moyens que nous leur envoyons, nous n'avons pas ce droit de vote-là. Nous ne pouvons pas nous exprimer. Donc, en réalité, on ne s'exprime que par l'envoi de fonds. Nous avons à la fois des torts, puisque c'est peut-être cette position, ce fonctionnement-là qui fait qu'aujourd'hui, notre pays aussi en est là, où on nous voit que comme une pompe Afrique ou une vache à lait, et c'est ça qui doit changer. C'est ce système-là qui doit changer. Et tant bien même des personnes voudraient s'investir là-bas, aller voter pour un mois ou 2 mois, ou aller s'inscrire pour devenir député, maire et même président, on leur dit non. Il faut que vous veniez ici, que vous restez ici pendant un an. Comme si nous, notre fonction en étant à l'extérieur, on n'apportait aucune contribution. Et donc, la diaspora n'est pas qu'une vache à lait. Et là, on nous dit, l'autre question qu'on nous sort, c'est notre lutte aujourd'hui. Le but de notre lutte. Quel est le but de notre lutte? Puisqu'elle sert à rien. On nous dit que notre lutte aujourd'hui, elle ne sert à rien. Donc, quel est le but de notre lutte? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des exemples de luttes qui ont amélioré notre pays aux Comores? Je vais vous répondre sans hésitation, oui. Nous avons mené des luttes aujourd'hui, peut-être vous en rendez pas compte, mais nous avons mené des luttes qui, aujourd'hui, améliorent la vie des Comoriens, aussi bien dans la diaspora que là-bas au niveau insulaire. Je ne vais pas aller très loin, je vais venir à la plus grande lutte que nous avons menée ces dernières années, il y a 10 ans. C'est la lutte c'est suite à la tragédie de la Yéménia. Le peuple s'est levé. Des organisations sont formées. À Marseille, à Youchababi, à Paris, ou à Tonia. Donc, nous sommes levés pour dénoncer ce que ce que nous craignons depuis quelques années, à savoir un crash par rapport aux conditions dans lesquelles nous vivions. Nous craignons cette éventualité, elle est arrivée. Et quand c'est arrivé, on s'est rendu compte aussi qu'on était fautif parce qu'on le disait, mais l'essentiel, c'était d'aller là-bas, d'aller gaspiller notre argent. Et on ne prenait pas soin réellement de mener des luttes en profondeur. Et quand la Yéménia s'est crachée, à Marseille, on a été assez touché, assez frappé, comme à Paris, comme à Moroni et comme ailleurs, on a été assez frappé dans notre chair et on a fait un blocus. On a mené un blocus. À Marseille, on y allait pratiquement chaque fois dès lors que l'avion est tombé, on a envahi l'aéroport et on a dit que la Yéménia ne décollera plus jamais de l'aéroport de Marseille. On a tenu, on nous a insultés, on nous a traités de tous les noms. On nous a même dit qu'on avait reçu de l'argent de tierces personnes. Mais on a tenu bon.
On nous a calomniés. On nous a traînés dans la boue. Et ce n'est pas des étrangers. Ce sont nos propres compatriotes. Ce sont nos propres compatriotes durant cette lutte-là, quand il y a eu le drame de la Yéménia, qui, encore une fois, nous disait, mais ça ne sert à rien. Tout ce que vous faites là, ça ne sert à rien. Là, au contraire, vous empoisonnez les Comoriens, vous les enfermez, on ne pourra plus aller aux Comores. Vous avez vu les billets, les prix des billets qu'on avait? Donc, on leur expliquait, on avait beau leur expliquer que la dignité humaine, si on veut qu'on soit respecté, il faut qu'on mène des luttes. Si on doit bloquer cette compagnie pendant 10 ans, pendant 20 ans, jusqu'à ce qu'elle change de mentalité ou que notre pays change la donne, on mènera cette lutte-là. Et pendant 5 ans, et pendant 3 ans, on n'a pas lâché. Jusqu'à ce que Dieu nous réponde ou fasse ce que lui savait déjà, que la compagnie, aujourd'hui on sait que la compagnie n'existe plus, on n'a rien contre le peuple du Yémen à qui aujourd'hui toutes nos pensées aussi leur sont adressées par rapport à ce qu'ils vivent. Mais cette lutte-là, si nous avons résisté autant, si les Marseillais étaient obligés, quitte à nous insulter, nos parents se faisaient agresser, on les appelait pour leur dire « Vos enfants sont en train de bloquer la Yéménia, donc aujourd'hui, ce sont les ennemis de la population, ce sont les ennemis de Comores. » Mais on a tenu bon. Et vous savez quoi, les amis? Vous savez quoi? Si aujourd'hui, nous avons des compagnies plus sûres, nous avons des compagnies comme Ethiopian Airlines, comme des compagnies comme Air Austral qui sont améliorées, comme Kenya. Et ce sont des compagnies qui aujourd'hui, en toute saison, on peut avoir des billets ou à des tarifs concurrentiels, sans oublier la compagnie Turkish aussi qui est venue. Si elles sont venues aujourd'hui, c'est pas nous qui sommes partis les chercher, mais par la lutte, cela a créé des conditions pour que ces compagnies-là puissent venir et quand ils viennent aussi, ils prennent en compte que s'ils devaient faire ce que la Yéménia a fait, il y a la population, il y a le peuple qui va se lever. C'est pour ça que les luttes, ce qu'on nous dit, quand on nous dit, et qui en profite aujourd'hui? C'est nous tous qui en profitons. Aussi bien ceux qui sont à Moroni que ceux qui sont à Marseille, à Paris, à La Réunion, à Toulouse. Nous en profitons tous. Et qui a été touché quand la Yéménia est tombée? Nous avons été tous touchés. Tous touchés. Ce sont nos résignations qui nous font perdre les droits. Et c'est par la lutte que nous acquérons des libertés. Aujourd'hui, si nous avons la liberté de se dire demain, peut-être, je vais prendre la première compagnie ou lundi, mardi, mercredi, jeudi, je vais pouvoir partir, c'est parce que il n'y a plus, en tout cas, une convention entre une compagnie mère ou qui nous méprise et l'État, comme c'était le cas avec la Yéménia. Donc voilà ce que les luttes peuvent amener. Voilà un exemple concret de lutte qui aujourd'hui profite à tout le monde. Mais ça, on oublie. Et ça, pour ceux qui disent aujourd'hui Benamir mélange tout, Benamir est encore là déjà. Quand il fallait se battre contre la Yéménia, lui, on était en première ligne. Et pas qu'en première ligne, on est parti aussi jusqu'à Moroni. On a rencontré le chef de l'État. Certainement que, voilà, on avait rencontré le chef de l'État à l'époque, c'était Sambi. On n'est pas parti pour lui serrer la main, on est parti pour lui dire, on a des jeunes aujourd'hui qui sont éveillés. On a la chance. Nous, ce que nous avons, ce que nous devons faire par rapport à nos parents, c'est de pouvoir utiliser la plus belle arme que nos parents nous ont donnée, l'enseignement, le savoir. Ils nous ont mis à l'école, ils nous ont mis dans les madrasas, pour que nous puissions utiliser la science que peut-être eux n'ont pas eue pour mener des luttes. Nous ne sommes pas dans le confort. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas la génération du confort. Peut-être que c'est nos enfants, et on l'espère, si nous continuons à mener des luttes. Ou la génération des enfants de nos enfants. Mais nous devons transmettre cette lutte-là à nos enfants. Et leur dire que par les luttes, on améliore, même si ce n'est pas visible de suite. Même si ce sont nos propres familles qui vont au départ s'opposer à nous. Et eux, ils ne voient pas ce que peut-être Dieu nous réserve derrière. On avait beaucoup à perdre, et peut-être qu'on a perdu beaucoup. Mais on a tenu à ce que on a tenu bon. Et aujourd'hui, nous profitons tous que nous sommes, même ceux qui nous critiquent. Et on n'est pas contre eux. On n'est pas contre ces personnes-là. Ces personnes-là, peut-être, jugent
qui sont dans un confort aujourd'hui et qu'on dérange. Comme on a dérangé ceux qui étaient dans le confort avec la Yéménia, peu importe les conditions dans lesquelles on était, le plus important c'était qu'ils partent d'ici et qu'ils aillent là-bas. Et ils ne comprenaient pas que cette lutte-là était nécessaire pour améliorer. Ça n'a pas été de manière linéaire. Il y a eu des chutes, il y a eu des couacs. Vous avez vu la photo de mon frère Ilias. Ça, c'était pas en 2009. Ça, je crois, c'était en 2011. Quand il y a eu le problème avec Air Madagascar. Le gilet jaune n'existait pas encore, hein, et pourtant on était encore là. Est-ce qu'on était payé pour? Non, c'est une conscience que nous avons. Et c'est un retour que nous devons faire à nos parents en leur disant que la lutte, nous devons pouvoir lutter pour améliorer vos conditions de vie. Souvent, on critique aussi les artistes. Et là, vous avez un bel exemple avec Ilias, qui est là à toutes les luttes, et que j'ai vu encore dimanche dernier, pour venir soutenir les personnes qui demandent un état de droit. Vous pensez que Ilias n'a pas d'autre chose à faire que venir un dimanche après-midi, alors qu'il n'a pas dormi toute la nuit de samedi par son boulot, venir un dimanche après-midi pour dire qu'on veut un état de droit aux Comores? Mais il a dans sa conscience profondément en lui ancré que c'est par les luttes, pas son confort à lui. Son confort à lui. Lui, le confort qu'il a eu, c'est d'avoir eu la chance d'avoir des parents qui lui ont donné la chance d'exercer un métier par la science, par la connaissance. Et donc voilà pourquoi nous devons mener ces luttes-là. C'est parce que ça donne des résultats. Et il n'y a pas que il n'y a pas qu'au niveau des compagnies aériennes que nous avons mené des luttes. Souvenez-vous aussi, en 2012, SOS Comores. Vous vous souvenez les intempéries en 2012? On était encore là. On ne parlait pas encore de Sélacanthe. On était encore là. Et Mamedi Trissot, ils étaient encore là. Toutes ces personnes que vous voyez encore aujourd'hui mener les luttes, elles étaient déjà là. Elles étaient déjà présentes dans ces combats que nous menons aujourd'hui. Et là, vous voyez Saïd, là aussi que vous critiquez souvent, ou certains que j'entends dire, Saïd, qu'est-ce qu'ils font les artistes? Ils ne sont pas là, ils ne soutiennent pas. Peut-être que là, vous ne les entendez pas. Mais eux, ils s'engagent. Ils s'engagent. Saïd s'est engagé, aussi bien avec les Sélacanthe qu'au moment où il fallait venir donner un coup de main, appeler les gens à la solidarité. C'est une lutte que nous avons menée. Peut-être que les fonds que nous avons récoltés n'étaient pas suffisants, mais ça donne du baume au cœur de savoir que ce qui se passe là-bas, nous réagissons ici. Ce qui se passe là-bas nous touche profondément. Ce qui se passe là-bas, c'est les nôtres. Et par nos luttes, nous leur venons en aide. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas une première, c'est la continuité de notre engagement. Et si nous sommes arrivés à des résultats, c'est parce qu'il y a eu ces luttes-là. On ne s'est pas levé juste pour une région ou juste pour un village, on s'est levé pour les Comores. Et à chaque fois, que ce soit de manière des catastrophes naturelles ou qu'on touche à l'état de droit ou à la citoyenneté ou aux citoyens comoriens, on essaie de mener des luttes. Elles n'aboutissent pas toutes toujours là où on veut. Mais l'essentiel, comme je le dis depuis le début, c'est d'être en lutte. C'est de pouvoir croire en ses valeurs, en ses idéaux, en ses convictions et d'appeler les gens, d'appeler les personnes, en leur disant que ce que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas pour nos petites personnes. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes que de passage. Nous ne resterons pas dans ce monde-là. Ce que nous menons aujourd'hui comme lutte, c'est pour vos enfants, c'est pour mes enfants et même les enfants des personnes qui aujourd'hui nous critiquent. Et il ne faut pas les en vouloir. Pourquoi il ne faut pas les en vouloir? Parce que demain, ils peuvent être avec vous dans d'autres luttes. Ils peuvent être avec nous dans d'autres luttes. Je prends l'exemple très simple aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de critiques qui ont été lancées à l'égard de deux frères que je connais, avec qui j'ai milité. Soit Nassourdine Haïdari sur sa position, il soutient le régime en place, il soutient la mouvance présidentielle. C'est son choix. Il a choisi, pour lui, en son âme et conviction, il choisit de soutenir. J'ai vu mon frère aussi, Jack Lavan, qui a été avec nous dans la lutte contre la Yéménia, tenir une posture qui ne plaît pas à la majorité. Mais eux, ils ont l'avantage, contrairement à d'autres.
qui ont aussi une intelligence, qui ont aussi des capacités d'être en lutte. Qu'on soit d'un bord ou d'un autre, il n'y a pas les bons et les mauvais. Nous, l'essentiel, c'est d'avoir une conviction profonde que ce que nous faisons est juste et de demander à Dieu de nous mettre sur le chemin, le droit chemin. On ne se lève pas le matin en se disant, nous, c'est nous les bons et eux, c'est les mauvais. Non, ce sont des amis, ce sont des frères, ce sont nos mères, ce sont nos pères qui aujourd'hui nous demandent d'arrêter, qui nous demandent de rentrer dans nos maisons. Mais ils ne savent pas qu'en fait, c'est pour nous tous que nous luttons. Eux, peut-être, pensent aussi, légitimement, qu'ils soutiennent un régime qui aujourd'hui, nous autres, nous pensons qu'il est dictatorial pour notre bien. Mais le plus important, c'est de mener ces luttes-là avec le respect qu'on se doit mutuellement et de demander à Allah de nous guider vers le meilleur des chemins. Voilà pourquoi, quel que soit le bord où nous sommes, nous devons le respect. J'ai un respect pour Jacques Lavanne, j'ai un respect pour Nassourdine, mais je ne suis pas dans le même bord, dans leur même vision aujourd'hui de leur combat. Mais cela ne va pas dire qu'on ne va pas se retrouver dans d'autres lieux ou dans d'autres luttes. Je vous ai montré des personnes, des gens, des amis qui aujourd'hui sont en face, j'ai beaucoup de respect, avec qui j'ai beaucoup de respect aujourd'hui, qui sont au pouvoir. Mais nous n'avons pas les mêmes visions. Nous n'avons pas la même définition de l'état des droits. Est-ce que c'est pour autant que nous devons nous taire? Est-ce que c'est pour autant que nous devons dire, écoutez, ça y est, je fais une insulte à mon intelligence, je fais une insulte à mon savoir, à mon jugement, et je me range dans la facilité parce que j'ai peur? Ou alors est-ce que je me dis non, ce que je vois là par rapport à ce que je vis, par rapport à la liberté qui est la mienne, par rapport à ce que je veux pour mes enfants demain, je ne peux pas me taire. J'ai une responsabilité parce que j'ai peut-être une voix, une parole, un poste qui permet de... Vous avez vu, des amis, chaque jour, on se lève, on entend qu'une personne a été arrêtée ou a été convoquée. On est dans un régime où on tend à nous faire peur. Combien de coups de fil j'ai entendu ou j'ai reçu en me disant pour toi, c'est fini au niveau du managériat de Selakant. Combien de fois? Combien de mails? Combien de menaces? Mais les menaces, nous en avons déjà eues auparavant. Ce que nous faisons, ce n'est pas par crainte des gens. Si c'était par crainte des gens, on ne serait pas là. Si ceux qui ont combattu l'esclavage craignaient les gens, on ne serait pas là, vous et moi, à discuter ou à échanger. Ce qui doit nous animer, ce qui doit aller au-delà de nos peurs, c'est nos convictions. La conviction de mener des combats justes, la conviction d'être dans le chemin pour ouvrir la porte, ouvrir la voie et donner aussi de la voie à nos enfants, aux générations futures. C'est pour ça que j'en appelle aussi à tous et à toutes, à nos mères, à nos pères, aussi aux jeunes. Il y a 10 ans, quand nous menions les luttes contre la Yéménia, pour aider nos familles qui étaient sinistrées. Nous avions dans la trentaine. Et bien avant encore, nous avons mené des luttes. Eh oui, bien avant encore, en 2002, en 2003. Ces luttes-là ne sont pas tout le temps des luttes dans la confrontation, mais ça peut être aussi des luttes qui amènent une évolution, une révolution nouvelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, certains peut-être parmi vous doivent se souvenir, allez, voilà, non, je reviendrai après. Certains parmi vous doivent se souvenir, là je défile des images et je vous en parlerai certainement, mais certains, voilà, certains connaissent certainement Troisième Œil, un groupe de la diaspora. Voilà encore l'utilité de la diaspora. C'est le talent, c'est la promotion du talent. Et Dieu sait aussi qu'au Comores, on a beaucoup de talent. Mais la diaspora aussi, par leur talent, donne du courage aux artistes, aux sportifs qui sont là-bas. En 2003, nous sommes partis au Comores avec le Paris. Voilà. En 2003, avec mon équipe de Comores Mag, on a fait le pari d'amener le groupe Troisième Œil au Comores. À l'époque, ils étaient au sommet. Et on s'est dit, on va faire le plus grand concert, 2 grands concerts, un à Moroni et un à Mitsamhouli. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un vraiment qui baigne dans le milieu artistique, mais pour moi, j'avais la conviction profonde que la réussite artistique de ces 2 artistes-là pouvait inspirer d'autres artistes là-bas. Et si ces artistes allaient aux Comores, allaient rencontrer
leurs origines, aller discuter avec eux. Peu importe, on n'était pas dans l'aspect économique et ceux qui ont vécu ce moment en 2003, à Moroni ou à Metsamouli, savent qu'on n'était pas là pour l'argent. Mais on était là pour amener une révolution nouvelle. Leur dire qu'on a des jeunes qui sont ici, qui peuvent aller là-bas. Et peut-être ça a inspiré d'autres. Aujourd'hui, on a un de nos merveilleux artistes qui est Tchèque MC et qui, dans son évolution, il a mené la lutte avec lui. Dans son évolution artistique, il a mené la lutte avec lui. Il aurait pu se dire, moi, Tchèque MC, j'ai réussi ou j'ai une certaine notoriété, je vais rester tranquille. Il amène sa contribution artistique parce qu'il sait, lui, d'où il vient. Il sait ce qu'il a reçu et il sait ce qu'il veut transmettre. C'est une révolution. Ou c'est une évolution, on va dire plutôt comme ça. C'est une évolution. Ça, c'est une contribution de notre diaspora. Et c'est une mayonnaise qui doit prendre. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vous parle de 2003. Donc les gens qui me découvrent aujourd'hui parce que je lutte pour les droits de notre pays, je vais vous dire, les amis, vos critiques, vos menaces, vos insultes, c'est pas qu'elles ne me touchent pas. Parce qu'on est des humains et on ressent l'émotion. On ressent la déception qui peut être la vôtre en vous disant c'est peut-être quelqu'un qui fait bien son boulot au niveau footballistique et là il nous dérange. Il nous dérange. Il nous empêche de dormir parce que sa voix ne va pas dans le même sens que la mienne. On a le droit et nous devons faire l'effort mutuel, vous et moi, vous et nous, de nous écouter, de nous entendre, de discuter, même si on n'est pas d'accord. Quand on arrivera là, vous et moi, on aura gagné. On ne veut pas imposer, on veut demander à ce que le bien pour tous soit en majorité. Et après, on peut ne pas être d'accord. Et je suis persuadé que parmi ceux aujourd'hui, peut-être, qui sont de l'autre camp, qui se disent de l'autre camp, demain, leurs enfants seront dans la diaspora. Leurs familles, leurs femmes seront dans la diaspora. Soit pour se faire soigner, soit pour étudier, soit pour avoir un nouveau regard sur le monde. Et ces enfants-là vont s'enrichir. Est-ce que vous allez vous dire, non, vous maintenant, vous êtes passé de l'autre barrière, vous devez juste être des vaches à lait? Nous devons continuer le combat, en effet, comme dit mon frère Assadillah. Assadillah, voilà, Assad. Salam alaikum Assad. Voilà un des personnes qui luttent dans le milieu artistique et qui met beaucoup de son temps, beaucoup de son énergie. Et qui a mené aussi une évolution. Qu'on ait des reconnaissances ou pas, Dieu nous dit, si on n'est pas reconnaissant vis-à-vis des hommes, on ne sera jamais reconnaissant vis-à-vis de Créateur. Mais nous devons, ce sont ces luttes-là qui nous permettent de nous libérer. Voilà, là vous voyez des frères, que vous voyez que ces visages-là aussi, vous devez les voir aujourd'hui, que ce soit Mohamed, que ce soit Abdourahman, ou le frère de Mohamed, Farati en fond. Ce sont des personnes qui sont là depuis les années 2000, que vous revoyez aujourd'hui et qui sont dans ce même combat-là. Le combat que nous menons depuis des années, c'est le combat pour essayer d'avoir un état de droit dans notre pays. Et je reviens encore au côté sportif, puisqu'aujourd'hui, on me renvoie souvent dedans. Voilà, 2015. Vous vous souvenez 2015? Vous vous souvenez 2015? C'était pas si loin. C'était il y a à peine 4 ans. Il y a eu à voir les Jeux, là. 2015, Dieu m'a inspiré lors d'une réunion de dire, voilà, on sort ce t-shirt-là. Médaille d'or parce qu'on s'est retiré. Mais la genèse de ce retrait-là, c'est bien sûr un ensemble. Ce sont bien sûr, bien évidemment, les athlètes et avant tout, un homme, notre chef de délégation, qui a pris la décision de dire, on a violé les règles, on sort. Mais s'il a eu le courage de faire ça, c'est parce qu'on lui a donné ce courage. Et vous savez comment on lui a donné ce courage? Quelques jours avant que la délégation comorienne arrive à la Réunion. Nous, parce qu'à ce moment-là, je suis déjà dans la Fédération de football des Comores. À ce moment-là, on nous dit, il y a des footballeuses à qui on ne veut pas donner de visa. Ou des athlètes de manière générale. Mais en ce qui me concerne, il y avait des joueuses à qui on ne voulait pas donner de visa. À qui on ne voulait pas donner de visa pour aller participer aux Jeux. À ce cas-là, on s'est dit, mais pourquoi à ce moment-là, on veut organiser des Jeux sur un territoire français qui est la Réunion si on ne veut pas donner des visas à nos athlètes pour venir concourir? Si vous n'avez pas fait le nécessaire pour sécuriser tout ça, ce n'est pas de notre faute. Mais nous, à ce moment-là,
en concertation avec mon président de l'époque, qui était Salim Tourki, je lui ai dit à mon président, président, si les joueuses ne sont pas là, on ne jouera pas le match d'ouverture contre la Réunion. Et je vous assure que je n'ai pas attiré la sympathie de tout le monde au sein de notre délégation. On m'a pris, on m'a insulté, Benamir prend la sélection en otage, etc. Je l'ai dit, président, moi je suis prêt à donner ma démission dès maintenant, mais je ne peux pas permettre à ce qu'une moitié de l'équipe, que la gardienne ou les deux gardiennes restent au Comores, alors que nous sommes venus, on doit venir jouer en équipe. Le président m'a soutenu, je l'en remercie. Et on n'a pas joué ce match d'ouverture-là. On ne l'a pas joué. On a perdu 3-0 sur le terrain, c'était le match d'ouverture, mais on ne l'a pas joué. Pourquoi? Parce qu'on devait être une équipe et on a dit qu'on va lutter. Tant que les joueuses ne viennent pas, on ne jouerait pas. Ceux qui sont là doivent s'en souvenir. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que cet acte que nous avons pris a donné de la force aux autres athlètes dans les autres domaines. Et on s'est dit oui. Et là, il y a eu un mouvement qui s'est lancé. On a demandé à ce moment-là, on a lancé un mouvement de lutte, tous ensemble, à ce moment-là, qu'on veut que tous nos athlètes, à qui on n'avait pas donné le visa, qui viennent à La Réunion, sinon on ne rentrait même pas dans le stade olympique. Là, c'était même pas, à ce moment-là, on n'était même pas dans Mayotte et française, pas française, avec le drapeau, non. On était dans l'idée où on défend nos droits. On défend le droit de nos citoyens, qu'on n'allait pas rentrer au stade si, à l'instar des joueuses de football, les autres athlètes qui étaient bloqués ne venaient pas. Il y a 10 minutes, les amis, ou à quelques minutes avant de rentrer, et là, tous ceux qui étaient là se souviennent, on a reçu un coup de fil en nous disant que tous les visas de tous les athlètes ont été donnés. Et là, c'était la liesse de tous les athlètes. On s'est pris dans les bras, on a chanté, on a soulevé le drapeau. On venait de gagner une lutte. Et cette lutte-là, ça, d'une position de lutte qui était légitime. On ne défendait pas notre bien, on défendait l'esprit du sport, l'esprit d'équipe. La force s'est transmise. Et de cette transmission de force, on a réussi à obtenir quelque chose qui était, pour beaucoup, insensé. On était déjà, se dit, bon, ceux qui sont partis, et maintenant, ça y est, voilà, on nous bat, les autres, tant pis. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on arrête la lutte, il faut qu'on continue à transmettre notre force à ceux qui croient que les choses sont impossibles, sont infaisables. Tout est possible dès lors qu'on est ensemble, dès lors qu'on croit à ce qu'on fait. Et bien évidemment, après, il y a eu l'épisode du stade où ensuite on est sortis tous ensemble sur l'impulsion de notre chef de délégation Hassan, que je salue, et que vous connaissez ensuite la suite. Et on est parti là-bas comment? Même si on n'a pas fait ces jeux, mais on était fiers. La fierté de personnes qui avaient défendu leurs droits. On avait cette médaille d'or du respect des règles du jeu. Les mêmes causes que nous défendons nous aujourd'hui au niveau du football. On ne sait pas la suite. On ne sait pas ce que Dieu va nous donner. Mais ce jour-là, on a attiré aussi le respect de tout un pays, de toute une nation. Et vous savez quoi? Ce qui nous amène aujourd'hui, les amis, ça part de là. Parce que de cette impulsion qui est partie des athlètes, il y a eu ce mouvement du 11 août qui s'est créé autour de Marhem M. Bazi, que Dieu lui fasse miséricorde, et qui ensuite a découlé à ce qui nous arrive aujourd'hui. Tout est lié. Les luttes sont liées, les amis. Les luttes sont liées. Même si derrière, il y a des gens qui vont peut-être utiliser ces luttes-là. Mais s'il n'y avait pas ce mouvement-là, cette action-là de 2015, il n'y aurait pas eu ce mouvement du 11 août. Il n'y aurait pas eu peut-être ce qui arrive aujourd'hui avec les assises et autres, puisque de là, d'autres ont pris l'appel du 11 août, fait les assises, peut-être pas comme on aurait voulu, mais ils l'ont fait. En tout cas, il y a eu une émanation, il y a eu quelque chose qui s'est produit et on en est là aujourd'hui. Tout cela pour vous dire, les amis, que la lutte, ce n'est pas une lutte individuelle que nous faisons, c'est une lutte collective que nous en profitons. Tout cela pour vous dire à vous aujourd'hui, mes amis, oui, mes amis, qui soutenez ce régime-là, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont lutté en 2015. Et ces gens-là qui ont lutté en 2015, il y a ceux qui sont encore avec vous et ceux qui ne sont pas avec vous. Et ces deux camps-là, on doit s'écouter. Parce que s'il n'y avait pas eu 2015, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette idée
d'assises. Il n'y aurait pas eu cette récupération des assises. Il n'y aurait pas eu ensuite cette constitution. Il n'y aurait pas eu ces élections. Donc, le résultat, ce n'est pas nous qui l'avons. Dieu ensuite décide de comment les choses s'articulent. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas articulées comme on l'aurait voulu, comme ceux qui ont prôné le mouvement du 11 août l'auraient voulu, qu'on doit se taire en se disant « Ah, bah, tant pis, on arrête là. » Non, nous devons continuer à lutter dans les actions que nous devons mener jusqu'au bout. Je vois une question là qui vient d'arriver. On me dit pourquoi? Allez, là, je reviens. Ça aussi, c'est une des luttes, puisque le but d'aujourd'hui, c'est de vous démontrer que les luttes payent, en fait. Le but, c'est de vous montrer que les luttes payent. La question qui vient, on me dit, mais pourquoi aujourd'hui, dans l'équipe nationale, il n'y a pas d'Anjouanais, il n'y a pas de Moellien, ou il n'y a pas de tel joueur, etc. Ça aussi, ça fait partie de lutte, les amis. Si cette équipe-là, nous avons l'équipe que vous voyez aujourd'hui, ça n'a pas été fait comme ça. On ne nous a pas appelés en nous disant, bon voilà, vous allez prendre ces joueurs-là. On a dû mener des luttes au sein même de la fédération. Les gens ne sont pas contents ou n'étaient pas contents. Et ils ont raison d'avoir des opinions différentes, parce qu'on ne doit pas être formaté sur une même opinion. Mais aujourd'hui, nous choisissons les meilleurs joueurs. Le staff choisit les meilleurs joueurs pour représenter notre équipe nationale, qui viennent d'Anjouan, qui viennent d'Ongaziga, qui viennent de Moélie, qui viennent de Mayotte. Ce sont les meilleurs qui jouent. Et non ceux qui doivent plaire à un tel ou à un tel ou à un tel. Ça n'a pas été évident et ce n'est pas acquis. Rien n'est acquis dans la vie. Nous devons toujours mener des luttes et être prudents vis-à-vis de ce que nous avons acquis. Si demain, l'équipe qui est en place, nous qui sommes en place, ne sommes plus là, j'espère que ceux qui vont venir vont pouvoir recevoir les luttes que nous avons pu mener pour qu'ils puissent continuer, mais pas revenir en arrière. Il faut qu'ils aient suffisamment de force par rapport à ça. Voilà les amis, c'était mon objectif d'aujourd'hui, c'était de vous démontrer que les luttes doivent continuer, que les luttes sont nécessaires, que les luttes payent, que les luttes donnent des résultats, qu'on ne les voit pas de suite, mais c'est par l'abnégation, par le maintien, par les convictions que nous arrivons au résultat. Et que nous, notre part à nous, ce n'est pas de nous cacher derrière notre confort. Et là, je lance un message à toutes ces personnes intelligentes qui sont au pays, qui peuvent aider d'une manière ou d'une autre. Il y a ceux qui sont appelés, qui sont appelés en garde à vue, ceux qui sont enfermés, d'autres qui sont libres, mais qui ont peur d'agir, quelle que soit la manière d'exprimer votre liberté ou d'exprimer votre opposition à ce qui se passe aujourd'hui. Faites-le. Faites-le sans violence, bien sûr. Faites-le de manière à montrer que nous sommes une même famille. Nous sommes peut-être des branches diverses, mais on vient du même tronc. Et ce que nous cherchons, c'est le bien-être de tous. Celui ou celle qui a un savoir et qui cache ce savoir-là, qui ne met pas au service du collectif, c'est une complicité. Si tenté, cette personne-là pense que les causes que nous menons sont justes, elle doit nous aider. Vous devez nous aider. Et je terminerai en adressant aussi, avant de prendre vos questions, que nous ne sommes pas là pour soutenir un tel ou enlever un tel. Nous sommes là pour mener une lutte qui va nous permettre de changer de système, qui va nous permettre d'avoir un état de droit. Que les étudiants qui sont au Maroc, au Sénégal, en France ou ailleurs, qui étudient, lorsqu'ils arrivent aux Comores, qu'ils puissent avoir un boulot par leurs compétences, pas par les connaissances, pas par leur appartenance politique ou de leurs parents. Il faut que nous ayons un État qui prône le mérite, qui prône le savoir, qui prône la réussite. C'est de cela qu'il s'agit. Et nous sommes ouverts tous au dialogue. Nous ne devons pas être fermés parce que moi je suis de ceux qui sont convaincus que tout peut se régler par le dialogue, tout peut se régler par l'écoute. Mais bien sûr, il faut être convaincu de ce que nous faisons. Il faut être un minimum recevoir ce que les autres nous envoient. Et quand je vois la manière où on traite notre diaspora, parce qu'elle revendique ses droits, parce qu'elle manifeste son mécontentement, la manière où elle est indexée, je dis non, c'est pas comme ça.
Et je dis que nous ne pouvons pas rester ou accepter d'être résignés simplement à une vache à lait, à des personnes qui sont juste là pour envoyer de l'argent, pour envoyer des biens. Nous avons notre mot à dire, même si ça ne leur plaît pas, même si ça nous met peut-être dans une situation inconfortable. Mais nous devons être ces porte-voix en toute tranquillité, en toute conviction, pour que ceux qui viendront aussi demain sachent que notre communauté, notre diaspora, qui grandit de plus en plus, qui s'enrichit de sa diversité multiple, d'où qu'elle vienne, va faire de nos Comores un pays qui va ressembler à toute cette richesse multiple que nous recevons. Voilà notre défi, les amis, les frères, les sœurs, mes pères, mes mères qui habitons dans les diverses diasporas. Bien sûr, pour cela, il faut qu'on se construise, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on mette des leviers. Aujourd'hui, on ne peut plus être comme ça. On ne peut plus subir tout le temps. L'équipe nationale qui est aujourd'hui, ce sont les enfants, vos enfants, qui vivent dans la diaspora, qui font rayonner cette équipe. Avec Benamir ou sans Benamir, avec Amir Abdou ou sans Amir Abdou. Demain, ceux qui vont venir là, qui vont prendre le relais, c'est parce qu'il y a eu des gens convaincus qui ont lutté et qui ont amené un travail. Et que les gens qui viennent ne se disent pas « Ah, moi je ne suis pas un Benamir, moi je ne vais pas faire des choses comme ça, je vais revenir au temps d'avant, on va perdre des libertés. » Nous devons maintenir ces libertés. On m'a dit, et je vous le répète, je l'ai dit la dernière fois, que si aujourd'hui on n'aide pas la sélection, c'est parce que Benamir l'ouvre trop. C'est parce qu'il dit des choses qui ne plaisent pas aux autres. Mais est-ce ainsi? Vous pensez que c'est la sélection de Benamir? Vous pensez que à Canal+, à Canalsat et à Bein, on dit c'est la sélection de Benamir ou d'Amir Abdou? Là, ce sont la sélection des Comores. On peut ne pas être d'accord sur un point, mais être dans un élan pour aider ceux qui nous font rayonner. Et voilà un exemple de ce que nous ne devons pas vivre. De être toujours dans les menaces, pensant que c'est un bien que nous avons. C'est Dieu qui nous donne et c'est Dieu qui reprend. Voilà, mes amis, je suis vraiment désolé parce que j'ai vraiment balayé les choses et peut-être que j'étais assez long et le temps, maintenant, il nous reste très peu de temps pour que nous puissions discuter ensemble le temps qui nous reste, parce que c'est toujours important de pouvoir échanger, d'avoir vos ressentis, mais je vous dis encore une fois, le mot d'ordre, c'est de continuer la lutte. Voilà, c'est que la lutte continue, le combat continue. Nous devons continuer. Donc, et je rappelle, ce dimanche à Paris, à la Bastille, à Marseille, même heure, 14 heures. À partir de 14 heures, rassemblement au niveau de la place d'Aix. Et ensuite, il y aura certainement une marche. En tout cas, c'est en train de s'organiser. Mais ce qui est sûr, c'est que le rassemblement aura encore lieu à la place d'Aix à 14 heures, à partir de 14 heures, et place de la Bastille pour Paris. Je vous donnerai d'autres informations. Il y a des infos qui vont circuler, il y a des visuels qui vont circuler. Donc, transmettez de la force à ceux qui luttent. Transmettez cet amour de notre pays par la lutte. Nous ne devons pas nous fatiguer. Nous ne sommes pas la génération du confort. Transmettons à nos enfants, transmettons à nos parents. Demain, on aura notre tranquillité, j'espère, dans le pays éternel où nous allons. Mais ici, nous devons mener des luttes. Et n'ayez pas la même arrogance vis-à-vis des autres que celle qui nous renvoie. Soyez à l'écoute et expliquez-leur pourquoi on se bat. Ne leur jetez pas la pierre comme ils font pour nous. Expliquez-leur pourquoi on se bat. Pourquoi nous menons des luttes. Donnez-leur des exemples concrets de réussite de lutte. Parce que ces gens-là, ce sont les nôtres. Parce que ces gens-là, ce sont nos pères, nos frères, nos sœurs, nos mères, nos cousins, nos cousines. Et certains parmi eux sont aujourd'hui enfermés en prison de manière arbitraire. Peut-être vous, là, peut-être qui m'écoutez, peut-être vous n'êtes pas concernés. Comme ceux qui n'étaient pas concernés quand il fallait militer pour avoir des avions sûrs. Mais quand le drame est arrivé, il ne choisit pas. C'est la communauté entière qui a été touchée.
Donc voilà, mes amis, c'est sur ces mots-là que je veux, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, qu'on va échanger encore une dizaine de minutes euh, pour, euh, pour pouvoir avancer là-dessus. Je vois il y a que des informations qui reviennent concernant la place de la République à Paris ou Marseille, la Canebière. Je vous donnerai les précisions sur mon mur et sur les autres informations. Donc, on me dit que c'est place de la République à Paris, à la Canebière, à Marseille. Et encore une fois, les personnes qui sont derrière, nous sommes que des porte-voix, sont en train de travailler, trouvent les meilleures solutions et nous ne manquerons pas, en tout cas moi je ne manquerai pas de vous tenir concernés. Donc voilà pour les informations. Donc Nice aussi, on me dit que Nice, ça sera à la place Masséna. Donc c'est Assadillah qui me dit, donc Nice, place Masséna. Donc si maintenant vous avez des questions, mes amis, sur tout ce que nous avons dit, sur tout mon échange aujourd'hui, sur ces éclaircissements, sur le rôle que nous devons avoir au niveau de la diaspora, je suis là avec vous quelques minutes, mais je vous conjure de ne pas baisser les bras. Je vous ai montré la réussite de ce qu'on peut amener au niveau des buts. Ne baissez pas les bras. Ne soyons pas résignés, car ce sont nos résignations qui nous font perdre ces droits-là que nous jouissons aujourd'hui, quelles que soient les menaces qu'on peut avoir. Il y a des gens plus brillants que nous, qui avaient des luttes plus dures que nous, qui ont reçu des menaces encore plus importantes que celles que nous recevons. Mais ils sont restés droits dans leurs convictions. Et c'est grâce à ces personnes-là que nous sommes là, que nous jouissons là aujourd'hui. Alors, pour l'instant, ce sont des informations que je reçois concernant les manifs. Je vois que tout le monde se mobilise. Tout le monde se mobilise. Donc, il y aura donc des manifs à Nice. Il y en aura certainement à Lyon, Marseille, Paris. Donc, Marseille-Paris, c'est déjà confirmé la semaine, ce week-end. Nice aussi, c'est confirmé. Lyon. Donc, soyons présents encore une fois. Et je sais que certains ont reçu pas mal se sont, je dirais, démobilisés par rapport, ou se sentis démobilisés par rapport aux informations de ces derniers jours. Et je voudrais faire un parallèle par rapport à ça. Quand on reçoit une mauvaise nouvelle, ou quand, justement, on se remet trop sur un homme ou sur une figure emblématique. Je ne veux pas citer de nom pour ne pas aller très loin. Je vais prendre mon exemple à moi. Moi, je ne suis qu'une personne, qu'un lutteur. Peut-être Dieu m'a donné la capacité d'être un porte-voix, mais je ne suis pas plus engagé que vous, ou je ne porte pas forcément plus de conviction que vous. Et ce qui est important, c'est l'idée collective, c'est le mouvement collectif, c'est la cause qui est importante. Et je vais vous faire ce rappel que vous devez tous savoir. C'est le moment du décès de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète est décédé, vous imaginez, ce fut une tragédie. Une tragédie pour les musulmans dans le monde entier, mais surtout pour les sahaba, pour ses plus proches. Et c'était une tragédie qui les touchait profondément. Et quand les sahaba et les gens à Médine sont mis à pleurer, et quand Omar est arrivé et qu'on lui a dit que ces personnes-là pleurent parce que le prophète est décédé, il a commencé à respecter, à crier. Il disait, vous êtes des menteurs. Le prophète ne peut pas mourir, il n'est pas mort. Arrêtez de mentir. Il a commencé à leur crier dessus. Parce qu'au fond de lui aussi, il avait peur de dire qu'est-ce que l'islam allait devenir sans son prophète. C'était ça la crainte, où les gens commençaient à trembler, à pleurer. Et là, Abu Bakr, machallah, est arrivé. Et il leur a dit que le prophète est un homme comme tous les autres et qu'il est retourné auprès de Dieu. Mais que l'islam, si vous aviez la foi, si vous croyez en Dieu, si vous croyez aux paroles du prophète, au livre saint, Dieu est toujours vivant. Dieu est toujours là. L'islam est toujours là. Les écrits sont toujours là. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous connaissons, c'est le meilleur des hommes. Lui, il est parti, l'islam a continué. La parole de Dieu a continué, ses œuvres ont continué et il nous inspire à nous jusqu'à aujourd'hui. Car ce que nous faisons, nous ne prenons que de l'inspiration de nos aînés, de nos prophètes et de ceux qui nous ont précédés.
Ce n'est pas une émanation de la tête de Benamir ou d'un tel. Les convictions que nous avons, nous les recevons et nous devons aussi les transmettre. Que ceux qui croient en la foi, ils le prennent peut-être de leur foi, d'autres, c'est des discours, d'autres, c'est des combats qu'ils ont vécus et qu'ils les transmettent. C'est pour ça que j'appelle aussi à toutes les personnes qui ont ce savoir, cette science, de la mettre au service de ceux qui n'ont peut-être pas ces moyens-là pour que nous vivions tous dans le même bien-être. Voilà pourquoi vous ne devez pas être déstabilisés. Si demain vous entendez que Benamir était enfermé, Benamir n'est plus là, ou un tel, ce n'est pas la cause de Benamir. C'est une cause collégiale. C'est une cause commune et nous devons toujours être animés par la cause et non par les individus. C'est pour ça que si vous entendez qu'un tel est enfermé ou libéré, est-ce que c'est pour lui que vous vous battez? Est-ce que c'est pour Benamir que vous vous battez? C'est pour un tel ou un tel? Non. C'est pour une cause qui doit durer dans les années, dans les décennies, dans les siècles à venir. Ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes que des hommes, nous ne sommes que de passage, les amis. Voilà. Maran salam, donc il est déjà pratiquement 1 heure que j'ai parlé. Je vous salue encore une fois. J'espère que je répète pour ceux qui sont arrivés tout à l'heure. Je termine par ce que j'ai commencé. Nous continuons la lutte pour un état de droit chez nous, mais nous continuons aussi la lutte pour laisser la cante pour le combat OTAS. Et nous avons besoin de votre soutien, de votre solidarité. Nous avons lancé sur Mahana Sport ce pack, les 90 euros, les 3 maillots. Vous pouvez y aller sur le site mahanasport.com et tous les fonds seront reversés. Nous avons encore besoin de 16 000 euros pour boucler le dossier, pour aller jusqu'au bout de la procédure. Avec l'aide de Dieu, j'espère que nous arriverons. Et chaque soir, j'irai sur le site ensemble.mahanasport.com, j'irai sur le site ensemble et je mettrai à jour l'argent que nous avons pu récupérer grâce à l'achat de ces 3 maillots avec cette promotion exceptionnelle de 90 euros, les 3 maillots. Ma'an salam, que la paix soit sur vous, que la paix soit sur notre pays, que Dieu vous préserve, que Dieu bénisse les Comores et à très bientôt, Inch'Allah. Ma'an salam.